Dans le paysage universitaire africain, rares sont ceux qui, comme le professeur Jean-Emmanuel Pondy, parviennent à conjuguer rigueur académique et engagement intellectuel. Spécialiste des relations internationales, il est bien plus qu'un simple analyste des dynamiques géopolitiques. Il est un penseur engagé, un panafricaniste, un afro-optimiste convaincu dont l'idéologie traverse l'ensemble de ses prises de parole, de ses écrits et de ses enseignements. En effet, la longue et riche carrière du professeur Jean-Emmanuel Pondy met en exergue l'abnégation constante d'un esprit illuminé qui s'est assigné la noble mission d'éclairer d'une lumière savante la jeunesse africaine et en particulier les jeunes diplomates. Chez le professeur Jean-Emmanuel Pondy, l'idéologie n'est pas un dogme, elle est une boussole, une manière d'interroger le monde depuis l'Afrique pour l'Afrique, une manière d'armer les esprits face aux héritages pesants du colonialisme et aux défis du XXIe siècle. Son savoir ne cherche pas seulement à expliquer, mais à inspirer, à éveiller des consciences, à redonner aux Africains la maîtrise de leur récit. Ma conviction, après 39 ans de travail, d'études sur ces questions, c'est que le meilleur est à venir pour l'Afrique, incontestablement. C'est cette posture rare, celle de l'intellectuel engagé, du pédagogue passionné, du panafricaniste lucide, qui fait du professeur Jean-Emmanuel Pondy une figure singulière dans le monde académique et dans l'imaginaire collectif de toute une génération. Au moment où il quitte l'université après une carrière brillante, les mélanges qui lui sont offerts sont une offrande du savoir au savoir, un hommage vivant, une reconnaissance silencieuse. Ils sont aussi l'occasion de revisiter sa pensée, son idéologie panafricaniste, d'en tirer la substantifique moelle afin de comprendre les fondements de cette vision optimiste pour l'Afrique qui l'anime et dont il est aujourd'hui un chantre inconditionnel, l'un des militants les plus avérés. Dans la tradition universitaire francophone, les mélanges sont un ouvrage collectif offert à un professeur en hommage à sa carrière. Chacun des contributeurs, collègues, amis, anciens étudiants y insère un texte personnel, scientifique ou littéraire. Ces pages sont des pierres posées sur le chemin du maître, des fragments de reconnaissance, d'amitié, de transmission. Les mélanges qui nous rassemblent ici en ce jour sont dans l'université, et surtout dans la tradition universitaire française et francophone, un hommage que la communauté universitaire et au-delà rend à un des siens en fin de carrière. Il y a certainement près d'un an et demi, jour pour jour, que le professeur Pondy a tiré sa révérence professionnelle en faisant valoir ses droits officiels à la retraite. En latin, liber amicorum, ou étude ou fait, c'est un ouvrage rassemblant des articles consacrés à une personne, souvent universitaire, appréciée pour ses travaux de recherche par ses collègues ou ses disciples à l'occasion de son départ à la retraite ou de son décès. Nous avons reçu plus d'une centaine de contributions de par le monde, articles scientifiques, témoignages amicaux, notes de lecture argumentées, etc. Au-delà du geste, il y a la symbolique. Les mélanges inscrivent le professeur dans une filiation intellectuelle, une continuité. Ils disent que son passage ici a compté et qu'il continuera d'exister à travers les mots des autres. L'événement qui nous réunit ce jour est assez singulier, dans la mesure où il marque un moment décisif dans la vie d'un enseignant, mais aussi d'une institution. La tradition des mélanges, en hommage aux universitaires camerounais, a été officiellement inaugurée en 2015. Les premiers ouvrages de ce type ont été dédiés à deux éminents juristes. Le premier, le professeur Paul-Gérard Pougué, en juillet 2015. Deux volumes intitulés « Études sur l'obligation » et « Études sur l'esprit du droit africain » lui ont été offerts. Ces ouvrages regroupent des contributions de collègues et disciples reflétant l'étendue de son influence dans le domaine du droit. Le deuxième, le professeur André Tientuin Diako, quelques mois plus tard, des mélanges centrés sur le droit immobilier lui ont été dédiés. Ces initiatives ont marqué le début d'une tradition académique au Cameroun, visant à honorer les contributions significatives des universitaires en fin de carrière. Depuis, d'autres figures académiques ont également été célébrées par des mélanges perpétuant cette pratique de reconnaissance. Le professeur Jean-Emmanuel Pondy, que l'on honore aujourd'hui, s'inscrit ainsi dans cette lignée des titans du savoir africain.
Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord me réjouir d'être associé à cette initiative et signifier mon appréciation très positive pour cette idée lumineuse qui rend témoignage à un chercheur de haute forme dont les productions scientifiques et académiques font écho de la pensée africaine dans le cénacle des illustres penseurs de notre temps. Il est indéniable que le professeur Jean-Emmanuel Pondy aura marqué de son empreinte son passage, qui est assurément d'ailleurs loin d'être terminé, principalement dans le champ des relations internationales, la citoyenneté ou encore les figures de héros qu'il a revivifiées. La longue et riche carrière du professeur Jean-Emmanuel Pondy met en exergue l'abnégation constante d'un esprit illuminé qui s'est assigné la noble mission d'éclairer d'une lumière savante la jeunesse africaine et en particulier les jeunes diplomates. Le professeur Jean-Emmanuel Pondy rentre définitivement dans la cour des immortels du savoir savant, du savoir enseigné et du savoir action. Toutes ces différentes déclinaisons du savoir le font donc entrer dans la légende non pas urbaine, mais bien la légende intellectuelle des relations internationales et de la citoyenneté de façon générale. La fabuleuse histoire, qui connaît son apothéose aujourd'hui par la remise de ces mélanges au professeur Jean-Emmanuel Pondy, connaît, comme toutes les histoires extraordinaires, des repères significatifs. L'appel de l'Afrique et de son pays natal va constituer un repère majeur dans l'évolution du jeune Emmanuel Pondy. Son doctorat en poche, il est convoité par la prestigieuse université d'État Johns Hopkins, mais patriote dans l'âme, ni les réticences de ses proches, ni les avantages financiers plus intéressants en Occident ne vont réussir à lui faire changer d'avis. Il préfère rentrer au pays natal où, pense-t-il, il sera plus utile qu'aux États-Unis. Je leur ai dit que je n'ai rien à faire ici. Rien du tout. Parce que quand on fait la différence dans le contexte de l'Afrique de 1986, le nombre de politologues en Afrique et le nombre de politologues en Amérique, il n'y a pas comparaison. Donc, mon utilité marginale, comme diraient les économistes, en Afrique est 100 fois plus grande que mon utilité marginale ici aux États-Unis, et je m'en vais, bye bye. À l'Érique, où il dépose ses valises en 1986, Jean-Emmanuel Pondy trouve un cadre propice à la cogitation et à sa maturation intellectuelle. L'Érique est un joyau. L'Érique est un établissement qui, en réalité, est la somme de beaucoup de qualités, non seulement du Cameroun, mais de l'Afrique tout entière. S'il y a un endroit où on peut faire des cogitations, où on peut projeter l'Afrique, où on peut imaginer l'Afrique, où on peut remodeler l'Afrique, cet endroit-là, c'est bien l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. L'Institut des Relations Internationales du Cameroun constituera donc le point d'ancrage permanent de Jean-Emmanuel Pondy durant toute sa carrière d'enseignant. Il partira certes de temps en temps pour d'autres cieux offrir ses services comme haut responsable des universités de Yaoundé 1 et 2 ou encore comme enseignant associé des universités d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Dans tous ces lieux, le professeur Jean-Emmanuel Pondy a su faire de chaque salle de classe un espace d'éveil, de curiosité et de rigueur. Son cours nous booste et ce cours nous montre en réalité que nous ne pouvons plus rester dans ce complexe. Parce que si nous restons encore dans ce complexe, nous allons aller de mal en pire. Mais si nous prenons conscience de notre importance, même sur le niveau international, nous pouvons y arriver. En termes de projection de la pensée africaine loin de nos frontières, Jean-Emmanuel Pondy enseigne chaque année à l'Académie diplomatique de Vienne, et ce, depuis 21 ans. Cette académie a été fondée en 1754 et est reconnue pour être la plus prestigieuse et la plus ancienne académie diplomatique au monde, après celle du Vatican, qui forme les nonces apostoliques et les diplomates,
du Saint-Siège. Après 39 ans de bons services, comme il est arrivé, il repart, entouré par les siens, ceux qui l'ont connu, admiré, ceux avec qui il n'a pas été d'accord aussi. Comme dans la vie tout court, partir relève de l'inéluctabilité. L'Afrique ne peut être grande que si elle pense elle-même. Cette phrase, prononcée un jour par le professeur Jean-Emmanuel Pondy devant un amphithéâtre silencieux, résonne comme dans l'esprit de ceux qui l'ont entendu. Le panafricanisme et l'afro-optimisme sont devenus au fil des temps des leitmotifs dans ces discours, symbolisant un engagement en faveur de l'unité et de l'émancipation des peuples africains. Aborder l'idéologie de Jean-Emmanuel Pondy, c'est donc ouvrir une fenêtre sur la dimension intellectuelle et militante d'un homme pour qui l'université n'était pas qu'un lieu de transmission, mais aussi un champ de combat pour une souveraineté intellectuelle africaine. Une Afrique unie est un danger pour le monde. Et quand je parle de ma théorie ici de Africa as one country, je suis conscient du fait que ce sont des mots qu'on ne veut pas entendre. Mais nous allons élaborer ça. Nous allons le présenter. On n'est pas là pour plaire aux gens. On est là pour faire avancer notre propre continent. C'est tout. Vous voyez que les Africains, dans leur grande majorité, ont accepté, sans bénéfice d'une analyse problématisante, c'est-à-dire mettant ce concept sous forme de problème, ont accepté, disais-je, la notion de marginalisation comme quelque chose d'une évidence incontestable. Le panafricanisme du professeur Jean-Emmanuel Pondy ne s'est pas construit sur des slogans, mais sur une vie d'études, d'observation puis d'engagement. Très tôt, le jeune diplômé frais et moulu de l'Université d'État de Pennsylvanie a déjà trouvé son domaine de recherche privilégié, à savoir l'Afrique et ses tribulations. Sa thèse de doctorat intitulée « Les relations entre l'OUA et l'Afrique du Sud ». D'après une approche systémique de David Easton, on dit déjà long sur son orientation intellectuelle à venir. Dans sa problématique, il s'étonne de l'attitude incongrue et complaisante de certains pays africains frères face à l'apartheid. Le mot apartheid, faut-il le rappeler, vient de la langue afrikaans et signifie séparation. Il a été officiellement utilisé dès 1948 pour désigner la politique ségrégationniste mise en place par le gouvernement sud-africain visant à séparer les populations selon leur race au profit de la minorité blanche. Ce système inique et oppressif pour le peuple noir a durablement fracturé la société sud-africaine. Malheureusement, au sein même du système OUA existent des dissonances. Certains États membres entretiennent encore des relations secrètes ou économiques avec l'Afrique du Sud. Et la question qui était la problématique de la thèse, c'était de savoir comment est-ce possible que les États africains condamnent l'Afrique du Sud, mais quelques-uns d'entre eux procèdent au commerce avec l'Afrique du Sud raciste et d'apartheid dans la nuit et sous la table. En effet, des régimes plus proches de l'Occident, comme le Zaïre de Mobutu, la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny, le Malawi de Hastings Kamuzu Banda, etc., voient l'anti-apartheid sous un prisme plus géopolitique que moral, d'où son engagement à agir dans les mentalités, à s'aimer la graine de la révolte en amenant les gens et surtout les jeunes à prendre conscience de leur capacité à façonner un autre destin pour l'Afrique. C'est la raison pour laquelle vous verrez que je me consacre à aller dans des lycées, dans des collèges, tout professeur d'université que je suis, parce que je pense que c'est entre 16 ans et 19 ans par là que se décide la trajectoire professionnelle d'un jeune. Et donc il faut être présent à ce moment, quand ces choix arrivent à mûrir dans leur tête. Par la suite, ces lectures au sujet de figures comme Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Muammar el-Kadhafi ou des auteurs comme Axel Kabou, Frantz Fanon, etc. finiront de l'éveiller à une vision de l'Afrique comme entité historique autonome, politique et civilisationnelle avant-gardiste. Une entité qui, selon un certain point de vue, ne devrait pas aussi se prévaloir de sa propre turpitude. Le concept de la marginalisation est entretenu par les Africains eux-mêmes qui se l'imposent au lieu de faire la promotion des idées ou alors des préceptes africains. Marginaliser, ça ne changera rien
il revient aux Africains de créer leur propre leadership, de créer leurs propres idées, de se créer en fait leur propre histoire. Son passage dans les grandes institutions universitaires en Afrique comme à l'étranger l'a également confronté à un paradoxe. Une Afrique étudiée, disséquée, commentée, mais rarement écoutée, tout à fait marginalisée. Une marginalisation qui part d'un état d'esprit paradoxal dont il faut absolument trouver les causes. Quelles peuvent être les causes de l'image que les Africains ont d'eux-mêmes? Ce qui est clair, c'est que des personnes qui se voient comme étant à la marge du monde ne sont pas les mieux outillées pour parler de développement, de croissance et de progrès. C'est dans cette interrogation, mieux cette frustration, qu'a germé sa volonté de repositionner l'Afrique non plus comme un objet de relations internationales, mais comme sujet pensant par lui-même et agissant dans le sens de la recherche de solutions endogènes. Nous sommes au cœur des événements parce que nous avons décidé nous-mêmes de nous placer au cœur des événements. La centralité dans la marche du monde est une construction, tout comme la mise à l'écart qui est la nôtre est également une décision que nous avons prise. Nous pouvons donc retourner ceci pour que nous nous mettions nous-mêmes au centre du monde parce que nous sommes le berceau de l'humanité. En 2022, l'Union africaine succède à l'Organisation de l'Unité africaine. Ce passage de témoin marque plus qu'un simple changement de nom. Il incarne une nouvelle ambition pour le continent, celle de passer de la libération à la transformation, de l'unité politique à l'intégration économique, de la résistance à l'influence. Mais pour réussir cette transition, encore faut-il une vision, une boussole. C'est ce que propose le professeur Jean-Emmanuel Pondy à travers les 3 piliers de la Renaissance africaine, l'intégration et l'unité, comme fondement du développement, une diplomatie repensée à partir des intérêts africains et surtout, une fois renouvelée dans le génie africain. L'Afrique, ce vaste continent de plus de 1,4 milliard d'âmes, reste encore trop souvent fragmentée. Ses frontières, héritées de la colonisation, cloisonnent les peuples, freinent les échanges, ralentissent les élans. Pour le professeur Jean-Emmanuel Pondy, l'unité n'est pas un idéal abstrait, mais une nécessité stratégique. L'intégration, qu'elle soit économique, politique, culturelle ou sécuritaire, est la condition même d'un développement durable et souverain. Aucune nation africaine ne peut seule affronter les défis du XXIe siècle. C'est en additionnant nos forces, nos marchés, nos idées, que l'Afrique pourra peser, négocier, innover. C'est important justement de comprendre que il n'est pas possible d'avancer en rang dispersé. Et l'idée selon laquelle un pays en Afrique peut réaliser seul sa destinée en termes d'épanouissement et de bien-être pour les siens, seul sur l'échiquier africain, relève de l'illusion. Nulle part au monde, un seul pays peut s'en sortir. Et il me semble que les potentialités de l'Afrique doivent partir de simples potentialités pour être réalisées et être transformées. Et donc pour cela, l'économie de l'Afrique en particulier doit être mise à contribution. On doit reconfigurer l'économie africaine pour qu'elle soit au service des consommateurs africains. Et ça, un seul pays ne peut pas le faire. Il faut l'ensemble des pays avec des spécialisations régionales ou sous-régionales et ce qui va accroître justement le taux de commerce intra-africain parce qu'on aura des choses bien différentes à se partager et à échanger. Un pays comme le Cameroun, par exemple, avec sa position géographique, pourrait jouer un rôle de carrefour logistique et intellectuel. Le Nigeria, géant économique, peut être un moteur industriel. La Côte d'Ivoire, un pôle d'innovation agricole, etc. Loin d'un modèle uniforme, il propose une Afrique en réseau, solidaire et efficace. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été le théâtre des relations internationales, jamais l'actrice principale. Elle a été l'objet des influences, des calculs, des convoitises, mais rarement le sujet de sa propre diplomatie. Pour le professeur Jean-Emmanuel Pondy, il est temps d'inverser cette logique. Il est temps que l'Afrique parle au monde d'une seule voix, avec ses propres intérêts, ses propres priorités, sa propre lecture des enjeux globaux.
Repousser les diplomaties importées, refuser les alliances dictées et construire une diplomatie ancrée dans la réalité africaine, dans ses valeurs, dans sa vision du monde. Une diplomatie qui soit une projection de notre souveraineté et non une répétition des modèles extérieurs. Cela signifie former une élite diplomatique panafricaine capable de négocier, de proposer, d'influencer. Cela signifie aussi coopérer stratégiquement entre États africains pour défendre des positions communes sur la scène mondiale. N'attendez rien ni personne qui le fera. C'est vous qui êtes dans cette salle qui devez le faire de votre vivant. Pas dans 100 ans, mais aujourd'hui et maintenant. Pas ailleurs, mais bien ici à l'ENAM. Et je voudrais dire, il ne faut pas toujours rejeter aux autres les responsabilités qui nous abondent, car chaque génération doit marquer le monde, doit marquer l'histoire, et l'Afrique aujourd'hui est l'enjeu central du XXIe siècle. Mais l'unité et la diplomatie ne suffisent pas sans un élément essentiel, la foi en soi. Le professeur Jean-Emmanuel Pondy le répète avec conviction, l'Afrique ne pourra se relever pleinement que lorsqu'elle croira véritablement en elle-même. Croire en l'Afrique, c'est d'abord rompre avec les récits qui la réduisent à ses faiblesses. C'est reconnaître la richesse de ses terres, la vitalité de ses jeunesses, l'ingéniosité de ses peuples. C'est comprendre que la solution n'est pas ailleurs, elle est ici, entre nous. Je n'ai jamais cru, par exemple, que l'Afrique est un continent pauvre. Jamais je n'ai cru ça. Je n'ai jamais cru que l'Afrique est un continent qui n'a pas de génie propre pour régler ses propres questions. Je n'ai jamais cru ça. Croire en l'Afrique, c'est valoriser nos savoirs, notre culture, nos langues, notre histoire. C'est transformer notre regard sur nous-mêmes. Ne plus attendre que le développement vienne de l'extérieur, mais initier un mouvement intérieur, collectif, structuré. Je n'ai jamais cru aussi que le progrès d'une nation dépend du bon vouloir et de la philanthropie d'autres peuples. Je n'ai jamais cru ça. Croire en l'Afrique, c'est faire émerger une génération d'Africains qui se voient comme bâtisseurs, innovateurs, leaders. Une génération qui n'a plus honte d'être africaine, mais qui est en fait une fierté, une force, une vision. Pour le professeur Jean-Emmanuel Pondy, cette croyance n'est ni naïve ni idéaliste. Elle s'ancre dans l'histoire, dans la culture, dans l'intelligence et la résilience des peuples africains. Aujourd'hui, l'Afrique est une puissance en matière de transfert de monnaie dans le monde. J'espère que vous le savez. Quand je dis ça souvent aux Africains, on dit non, professeur, vraiment vous exagérez, ce n'est pas possible. Nous avons 600 millions de portables dont la majorité sont Android. La rapidité du transfert sur les mobiles n'est égalée nulle part dans le monde par rapport à l'Afrique. C'est des choses qu'il faut savoir. Même si ça vous gêne de savoir que vous êtes assis à la première place et non à la dernière, qui est par définition là où nous nous sentons le mieux. La renaissance africaine ne viendra pas par un miracle, elle viendra de la foi que nous placerons en notre continent. Une foi active, éclairée, organisée autour d'une jeunesse africaine consciente à qui nous aurons pris grand soin de transférer les savoirs, la vision et l'état d'esprit africain. La transmission intergénérationnelle des savoirs endogènes africains aux jeunes qui sont aujourd'hui avec nous. C'est la raison pour laquelle vous verrez que je me consacre à aller dans des lycées, dans des collèges, tout professeur d'université que je suis, parce que je pense que c'est entre 16 ans et 19 ans par là que se décide la trajectoire professionnelle d'un jeune. Et donc, il faut être présent à ce moment, quand ces choix arrivent à mûrir dans leur tête. Lorsqu'on lui remet les mélanges, ce recueil d'hommages et de réflexions, c'est toute cette vision qui est honorée. Ce n'est pas seulement le professeur qu'on salue, mais l'idéologue, le panafricaniste, l'afro-optimiste, le penseur engagé. Ce moment de reconnaissance dépasse l'académie. Il marque la consécration d'une vie vouée à la pensée critique, à l'Afrique, à la transmission. Et dans chaque discours prononcé ce jour-là, dans chaque regard échangé, on sent bien que son combat continue.